Le dimanche 20 mai 1995, au soir, Vincent Merlier, un jeune homme de 24 ans, va commettre à Bourges 2 infractions pénales de délit correctionnel d'une certaine gravité. Il sera arrêté le lendemain matin sur son lieu de travail, passera une nuit en garde à vue et sera déféré par le procureur de la République par la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bourges, où il sera jugé dès le mardi à 14 h. Scène de justice va vous faire vivre la comparution immédiate de Vincent Merlier depuis le début de sa garde à vue dans les locaux du commissariat jusqu'au moment où va se terminer son procès devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bourges. Bien, Monsieur Merlier, après donc votre identité complète, on va vous interroger sur les faits. Bon, on a été vous chercher sur votre lieu de travail, c'est pas toujours de gaieté de cœur, mais enfin c'était le lieu où vous vous trouviez. Maintenant, on aimerait connaître votre emploi du temps, hier au soir, le 20 mai. Vous n'avez rien d'autre à faire que de venir emmerder les gens, j'ai rien fait. Je Pardon, Monsieur Merlier, vous ne parlez pas de cette façon, s'il vous plaît. Vous êtes ici pour répondre à nos questions, vous n'êtes pas ici pour nous parler de cette façon, c'est clair? Vous répondez simplement à nos questions. Et vous tenez correctement. Alors je le répète, je veux savoir ce que vous avez fait hier au soir, au cours de la soirée du 20 mai. J'ai rien à vous dire. Vous répondez à nos questions, Monsieur Merlier, c'est clair? J'ai rien fait. Nous savons exactement ce que vous avez fait. Et je vais vous l'entendre dire. Vous n'étiez pas tout seul. Avec qui avez-vous passé la soirée hier au soir? Je ne sais pas vous dire. Vous avez à nous le dire, Monsieur Merlier. Vous êtes en garde à vue. Je vous signale que vous êtes ici au moins pour 24 heures. Et croyez-moi, 24 heures, c'est long. Alors, dans votre intérêt, vous parlez, vous répondez à nos questions. Et vous ne nous obligez pas à élever la voix de cette manière. C'est clair, ça? Alors, je repose ma question. Vous étiez hier au soir avec un copain. Nous savons qui c'est. Alors, vous dites le nom de cette personne. Marc Bénichou. Ben, c'est dur, monsieur, de vous arracher les verres du nez. Hein? Il va falloir être un petit peu plus éloquent, hein? On va pas passer tout notre temps ici, hein? Bon alors, Monsieur Merlier, vous avez fait quoi avec votre copain? C'est pas rien, non? Après manger, on a été dans un café. Quel café? Café de la Paix. Ben voilà. Il faut préciser, monsieur. On a besoin de précision dans la police. On n'invente rien. Des faits. Alors, après? Bon, après la Paix, on a fait la Palmeraie et puis après, je suis allé me coucher. Vous êtes déplacé comment? Vous avez fait tout ça à pied, en voiture, à cheval, comment? En voiture. Eh ben voilà, quelle voiture? Quelle couleur? Avec ma voiture. Avec votre voiture, monsieur Merlier, c'est quoi votre voiture? Renault 5 blanche. Ben voilà. Tu te rends compte un peu, faut tout leur arracher du nez. Vous aviez bu, Monsieur Merlier? Pas beaucoup. Combien? Je sais pas, un kir et quelques demi, c'est tout. Un kir et quelques demi. À la Paix, autant à la Palmeraie? Puis après, je suis allé me coucher. Non, monsieur Merlier, vous n'avez pas été vous coucher. C'est la suite qui m'intéresse. Ce qui est avant, c'est exact, mais la suite est plus intéressante. Croyez-moi. Et faites un effort de mémoire. Je suis allé me coucher, c'est tout. Le café La Galère, vous connaissez? Oui, à je Bourges? connais. Ah ben tant mieux, parce que là-bas on vous connaît également, figurez-vous. Et on vous connaît en mal en ce moment. Alors quand vous dites que vous buvez peu, ça c'est un faux problème. Parce que là-bas vous êtes quasiment interdit de séjour à La Galère. Monsieur Merlier, votre ami Bénichou a passé toute la soirée avec vous? Il est allé à la galère avec vous? Je suis pas allé à la galère, lui non plus. Vous êtes allé à la galère, monsieur Merlier. Je vais vous dire pourquoi vous avez été à la galère. Vous avez été reconnu formellement par la tenancière. Vous avez fait du scandale là-bas. Commencez à me chauffer les oreilles, hein, je vous le dis, moi. Hein. Ici, pas allé, c'est tout. Si, monsieur, vous y êtes allé. On n'invente rien. On ne va pas chercher quelqu'un sur son lieu de travail sans avoir des raisons de le faire. Croyez-moi, monsieur. Parce que vous êtes connu de nos services, monsieur Merlier, oui. Vous avez déjà été photographié, figurez-vous. Même si c'est par le passé. Putain, il est tête de mille, je te jure. Hein. Bon, monsieur Merlier, on attend l'emploi du temps d'hier soir, précisément, et jusqu'à la galère. À la galère, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Merlier? Vous êtes rentré à la galère. Non. Il y avait des clients qui étaient là. La tenancière était là, son ami, vous sont tous reconnus, ensuite sur photo. Vous pouvez pas vous sortir de là. Bon, monsieur Merlier, vous avez un boulot? Vous voulez le garder? Oui. Il vous plaît? Oui. C'est quoi votre boulot? Je suis gardien dans un parc de loisirs.
C'est un bon boulot, ça. Combien vous gagnez? Vous me l'avez dit tout à l'heure. Ah oui, vous gagnez 5200 francs par mois. C'est des bonnes places, ça. Écoutez, monsieur Merlier, votre boulot, on peut vous aider. Si vous voulez le garder, vous êtes On peut vous aider à ne coopératif. pas le perdre, toujours. Soyez coopératif et on vous aidera. OK? Voyez votre intérêt, monsieur Merlier. De toute façon, vous êtes coincé dans cette affaire. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous auriez été tout seul, hein? Pas de témoins ni rien, on n'a pas d'éléments. Bon, vous auriez pu essayer de nous mener en bateau. Aujourd'hui, c'est pas possible. Vous avez votre boulot, vous vivez en concubinage avec une personne qui est charmante, qui plus est. Hein? Vous avez l'avenir devant vous. Tout le monde peut faire une connerie, un faux pas, c'est pas l'affaire du siècle. Vous n'êtes pas un criminel. Monsieur Merlier, gagnons du temps un peu. Allez. Voilà. Ok. Je suis bien allé à la galère. Ben voilà. Tu vois bien, quand on veut être raisonnable. Et alors, comment ça s'est passé la galère? Bah, j'y suis allé avec Benichot, et elle n'a pas voulu nous servir. Alors, moi, j'étais Ensuite, pas content, enfin, j'étais vexé. Et puis, ils ont voulu nous virer du bar, alors je me suis mis en Vous colère. étiez un peu en état d'ébriété, monsieur Merlier? Vous aviez consommé pas mal quand même, hein? Non. Non, même pas. Bon. Ok, bon, on va consigner tout ça. Hein? Allez. Monsieur Merlier, on va passer Monsieur ça Merlier, maintenant approchez-vous sur de moi, là. procès verbal. On va régler Ok, ça. et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Hein? On va contacter le procureur de la République, le parquet, vous allez voir cette affaire, ça ne va pas défrayer la chronique. Hein? Vous allez vous en sortir. Ok? Allez, On on y va. consigne ça, vas-y, va. Vous pouvez voir sur ce tableau le déroulement de la procédure suivie contre Vincent Merlier. Madame Vigneault a prévenu les services de police le dimanche 20 mai à 23 h. Dès le lendemain matin, perquisition chez Vincent Merlier et son arrestation sur le lieu de son travail. Sa garde à vue débutera et il sera prévenu de ses droits. Droit de faire prévenir sa famille, le procureur de la République n'y sera pas opposé. Droit d'être examiné par un médecin, de voir un avocat à la 20e heure. Vincent Merlier ne souhaitera pas en bénéficier. Sa garde à vue sera prolongée le mardi matin à 9h45 et la décision sera prise par le procureur de la République de le faire comparaître sur comparution immédiate dès 14 h devant le tribunal correctionnel. Vincent Merlier sera informé de son droit d'avoir un avocat. Il sera fait appel à Maître Bruno. Cette dernière aura accès au dossier de la procédure et pourra s'entretenir avec son client quelques minutes avant l'audience. Alors, monsieur Merlier, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, je sais pas ce qui m'a pris par la tête. Franchement, il faut que vous, je sais pas, moi, parce qu'il faudrait pas que j'aille en prison. J'ai déjà pris 6 mois avec du sursis, et puis là j'ai un travail, un bon travail, et puis j'ai un contrat définitif, quoi. Donc, Oui, j'ai vu, ça va bien pour vous depuis 1 an. Bah oui, alors je voudrais pas le perdre, et puis surtout que, Mais pourquoi vous avez fait ça dimanche? bah, je sais pas, j'ai Vous avez un peu disjoncté, quoi. J'avais un petit peu bu, Oui. alors, tout ça, ça fait que, voilà, mais vraiment, j'aurais pas dû faire, quoi, Bah parce non. que maintenant, puis j'ai ma petite fille, puis c'est surtout qu'il faut pas que je perde mon travail, parce que j'ai Mais c'était déjà quoi eu votre mal. intention quand vous avez tiré? Racontez-moi ça. C'est qu'elle m'avait mis en colère, elle m'avait vexé, tout ça. Alors, Vous la connaissiez, cette dame, déjà? nous, on avait déjà eu des petits problèmes, quoi. Alors, Oui. Pourquoi vous y êtes allé, alors? bon, on pensait que c'était fini, Ah oui. on pensait pas que ça tournerait comme ça, et puis, mais je sais pas ce que j'ai eu, moi je voulais blesser personne, c'était juste pour casser sa vitrine, c'est tout, Oui. quoi. J'ai tiré en bas, Et cette arme, elle était chez vous depuis longtemps? bah oui, mais c'est pas le problème. Moi, Bah, c'est pas le problème, mais une arme chez soi, c'est jamais une bonne chose. ouais, bah, je sais Bon. pas ce qui... Vous aviez un peu bu, alors vous êtes allé là-bas, vous vous êtes énervé, c'est ça? Bah ouais, parce qu'elle a pas voulu nous servir. Oui. Bon, moi j'étais avec mon copain, on s'est un petit peu énervé, et puis ils ont voulu nous foutre dehors avec une matraque, alors on a cassé des trucs Oui. dans le café, et puis ils nous ont mis dehors. Oui. Alors là, on est rentré chez moi avec ma voiture, et puis là, je sais pas, j'ai perdu, je savais plus ce que je faisais, quoi. Je suis revenu, puis j'ai tiré dans la vitrine. Et vous vouliez faire quoi en tirant dans la vitrine comme ça? Juste
comme ça, détendre la vitrine, c'est tout. D'accord. Il y avait pas Bon, d'autre- écoutez, monsieur Merlet, le tribunal va arriver. Vous répondez à toutes les questions, pas d'insolence, hein, profil bas. Et puis vous parlez bien de votre emploi, parce que j'ai lu et vous m'avez dit que ça marchait bien. Bah oui, faut pas Vous que je parlez le de votre perde, hein. petite fille et vous dites que vous ne voulez pas perdre votre travail, d'accord? Le tribunal. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Madame l'huissier, avant de faire l'appel des causes, avant le rôle prévu, nous avons un dossier de comparution immédiate que nous allons examiner tout de suite. Monsieur, vous êtes bien monsieur Vincent Merlier? Bien, levez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes bien né le 27 mai 1971 à Brive, en Corrèze? Oui, Monsieur le Président. Monsieur le procureur de la République vous fait comparaître devant ce tribunal pour avoir à Bourges, le 20 mai 1995, dégradé et détruit volontairement des verres, des cendriers et la vitre du café appartenant à Madame Henriette Vigneault, et, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, pour avoir transporté hors de chez vous, sans motif légitime, une arme et des munitions de la 4e catégorie, précisément un pistolet 7,65 et ses cartouches. Le tribunal ne peut vous juger aujourd'hui qu'avec votre accord, parce que vous pouvez également demander un délai pour préparer votre défense. Est-ce que vous vous êtes concerté avec votre avocat à ce sujet? Qu'avez-vous décidé? Aujourd'hui. Vous voulez être jugé aujourd'hui. Bien, Madame le greffier, s'il vous plaît, vous notez que le prévenu donne expressément son accord en présence de Maître Bruno, son avocat, pour être jugé aujourd'hui. J'indique, puisque nous allons pouvoir examiner l'affaire, que Madame Henriette Vigneault, la victime, qui a été convoquée, ne comparaît pas, mais se constitue partie civile et sera représentée à l'audience par Maître Delage, qui a déposé des conclusions. Alors, Monsieur Merlier, en ce qui concerne votre situation, vous êtes donc âgé de 24 ans, vous vivez en concubinage, c'est ça? Vous avez une petite fille de 8 mois, vous habitez 33 rue du Chat Noir à Bourges. Oui, Monsieur le Président. Vous travaillez comme gardien dans un parc de loisirs. Oui. Quel est votre salaire? 5 200 francs par 5 mois. 200 francs par mois. À votre casier judiciaire figurent 2 condamnations. La première, le 28 janvier 1993, par le tribunal de Tulle, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol. Et la seconde, le 13 septembre 1994, par le tribunal correctionnel de Bourges, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour vol avec violence et usage de stupéfiants. À la suite de cette condamnation, vous êtes donc suivi par le juge d'application des peines de Bourges, qui a versé au dossier un rapport de comportement, d'où il résulte que, après un début un peu laborieux, vous avez mis beaucoup de bonne volonté pour répondre à ces convocations et pour faire les démarches nécessaires pour trouver ce travail dont j'ai parlé. Et il considère donc qu'à travers cet emploi et à travers la bonne entente qui règne entre vous et votre concubine, vous êtes en bonne voie, enfin vous étiez en bonne voie d'insertion, parce qu'il faut bien examiner les faits que vous avez commis depuis. Est-ce que vous avez des observations à faire sur tout ça? C'est le rapport du juge d'application des peines. Alors les faits remontent à avant-hier soir. Vous avez passé le début de la soirée avec un camarade, Marc Bénichot. Apparemment, vous êtes allé dans 2 débits de boissons de Bourges pour jouer au billard et pour boire un peu. Vous avez bu beaucoup? Qu'est-ce que vous avez bu? Un petit peu, des kirs et puis des demi. Oui, mais des kirs et puis des demi, en quelle quantité? Vous, personnellement, qu'est-ce que vous aviez bu? 2 kirs et puis 4-5 demi. Pas plus. Et vous vous sentiez bien dans votre état normal? Un petit peu chaud. Et alors vous avez décidé avec votre camarade d'aller dans un 3e établissement, La Galère, qui se trouve rue des Tilleuls, à Bourges. Alors vous aviez eu un problème avec la patronne? Oui, on a déjà eu des petits problèmes, mais on pensait que c'était fini, qu'on pouvait y retourner.
Qu'est-ce que c'était les petits problèmes? Elle n'était pas aimable avec nous, alors on lui avait dit, quoi. Enfin, on sentait qu'on n'était pas bien accueillis. Bon. Et là, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a refusé de nous servir. On s'est un petit peu énervé. Puis, Vous l'avez insulté, non? Oui. D'après le dossier, qu'est-ce que vous lui avez dit? Allez, il faut prendre vos responsabilités, hein. Vous l'avez dit, répétez-le au tribunal. je l'ai traité de truie et de salope. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à énerver un petit peu. Son copain et puis un autre ami qu'on connaissait, ils nous ont mis dehors avec une matraque. Oui, mais avant qu'ils vous mettent dehors avec une matraque, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Bon, ça a été un petit peu énervé. On a cassé quelques trucs, enfin, des verres et des cendriers. Et puis un pot de fleurs, non? Ouais, aussi. Vous avez été frappé pour être mis dehors du café? Non, bousculé, mais c'est tout. Bon, alors après, d'après le dossier, vous êtes rentré chez vous, et Bénichou est parti de son côté, et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Je ne sais pas ce qui m'a passé par la tête. J'ai pu réfléchir, j'ai pris une arme que j'avais là, et puis je suis reparti là-bas. Alors cette arme, d'après ce que vous avez dit à la police, vous l'aviez soi-disant trouvée dans un sous-sol avec de l'argent, un sous-sol où vous saviez qu'on trouve des affaires, c'est ça? Oui. Vous maintenez cette version-là? Vous l'avez trouvée? Oui, je l'ai trouvée, ouais, dans le Et sous-sol. alors pourquoi l'avez-vous emmenée ce soir-là? C'était pour me donner confiance. Je voulais retourner m'expliquer, et puis c'était pas pour blesser, pas pour m'en servir, c'était pour me donner confiance. Enfin, je l'ai mise dans mon blouson, juste comme ça. Bon alors quand vous êtes arrivé au bar, c'était vers 11h30 par là? Ouais, et puis, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était fermé, je n'ai pas pu rentrer, je sais pas. Là, j'ai sorti l'arme, j'ai tiré dans la vitrine, je sais pas. Le café était encore éclairé, il y avait les gens à l'intérieur? Oui, comme avant, ouais. Donc vous avez vu vers quoi vous tiriez? Oui, mais enfin, Qu'est-ce que vous avez visé? en bas, juste pour casser la vitrine, c'est tout, je voulais blesser personne. Vous avez tiré un seul coup de feu? Ouais. Il y avait combien de cartouches dans votre arme? Je sais pas. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis enfui avec ma moto. Puis je suis passé par le Cher pour jeter le pistolet dedans, et puis je suis allé me coucher. Bon. Et alors, comment vous pouvez justifier ce coup de feu? Je sais pas ce qui m'a pris. Je n'ai pas réfléchi. Est-ce qu'il y a des questions particulières à lui poser? Oui, Monsieur le Président. Allez-y. Monsieur Merlier, vous êtes suivi par le juge d'application des peines. Il nous dit que vous êtes en bonne voie de réinsertion. Votre compagne et votre enfant sont auprès de vous. Et en une soirée, vous remettez tout en cause. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Quels sont vos projets? J'aimerais bien continuer. Enfin, je voudrais pas perdre tout ce que j'avais réussi à avoir, quoi. Je voudrais pas faire de la peine. Et garder mon travail, surtout. Pas d'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Questions? Est-ce que la partie civile a des questions à poser au prévenu? Aucune, Monsieur le Président. Le ministère public? Pas de questions, Monsieur le Président. Maître Bruno? Monsieur le Pas de Président. questions? Bien, dans ce cas, Monsieur Merlier, vous pouvez vous asseoir. Maître Delage, vous avez la parole pour la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, Madame Henriette Vigneault s'est constituée partie civile parce qu'elle ne peut tolérer que son établissement soit démoli par Vincent Merlier. Dimanche soir, Vincent Merlier et Marc Bénichou sont en état manifeste d'ébriété. Ils se rendent au bar La Galère et Madame Vigneault, la gérante, refuse très naturellement de les servir. Elle a de bonnes raisons pour cela. La loi qui lui interdit de servir des clients en état d'ivresse. Et puis le bon sens, parce qu'elle veut préserver le calme de son établissement. La réaction de Vincent Merlier est immédiate, violente, disproportionnée. J'en veux pour preuve la pièce numéro 7, versée au dossier. Il s'agit de l'audition de Vincent Merlier par l'officier de police judiciaire, qui l'a interrogé hier matin, après son arrestation, sur son lieu de travail.
Vincent Merlier avoue, j'ai cassé un verre, j'ai cassé aussi des cendriers, enfin j'ai fait du scandale, j'ai insulté la dame, sous-entendu Madame Vigneault. Henriette Vigneault va demander à ce moment-là à Vincent Merlier et Marc Bénichou de quitter son établissement, ce à quoi il s'oppose. Et c'est un ami de Vincent Merlier, Jean-Marie, qui va les raccompagner fermement à la porte et non pas les expulser. Cela résulte du témoignage de Francis Sirot, le concubin de Madame Vigneault, qui déclare « Un nommé Jean-Marie, locataire de Madame Vigneault, m'a alors dit, en me voyant avancer vers eux, « Francis, arrête, ce sont des amis, je les connais très bien. » Tout en disant cela, il m'a écarté d'eux, puis il les a fait sortir en les poussant tous les deux. Mais avant de sortir, l'un des deux gars a renversé tous les pots de fleurs qui se trouvaient sur une table, dernière violence inutile. Si l'on s'en tient à cet exposé des faits, c'est une histoire banale, qui ne justifie pas la réunion de votre tribunal en audience correctionnelle aujourd'hui. Pourtant, lorsqu'Henriette Vigneault est venue me voir pour me confier la défense de ses intérêts, j'ai été convaincu par la peur que j'ai lue dans ses yeux, et j'ai compris qu'elle avait subi ce soir-là un véritable traumatisme. Car effectivement, Henriette Vigneault a connu tous les stades de l'angoisse dimanche dernier. Dans un premier temps, elle était soulagée, juste après l'expulsion de Vincent Merlier. Pourtant, elle est inquiète. Elle est inquiète parce que Jean-Marie, dont on ne connaît pas le nom de famille, l'ami de Vincent Merlier, lui dit « Attention, Vincent Merlier reviendra sûrement pour se venger. » Alors elle ferme la porte à clé. Et puis après, l'inquiétude, c'est la frayeur, parce que Vincent Merlier revient effectivement. Il tente de s'introduire dans le bar La Galère, mais je vous l'ai dit, la porte est verrouillée, alors il ne peut pas. Et que fait-il, Vincent Merlier? Il s'empare d'un pistolet, un 7,65. Ce n'est pas n'importe quelle arme, un 7,65. C'est une arme dangereuse et puissante, s'il en est. Et Vincent Merlier tire. Il tire dans la vitrine, il tire à l'intérieur du bar. Et c'est là que l'angoisse atteint son apogée. Madame Vigneault est paniquée. Parce qu'elle ne peut pas savoir, à ce moment-là, quelles pourront être les conséquences qu'un tel coup de feu a pu avoir sur l'intégrité corporelle de ses clients. Une dizaine ce soir-là, sans compter le personnel. Alors aujourd'hui, Henriette Vigneault a peur. Elle a peur de l'extraordinaire détermination de Vincent Merlier, qui semble s'en prendre obstinément au bar La Galère. Car ce n'est pas un coup d'essai, Vincent Merlier. Il est déjà venu il y a quelques mois, il y a 10 jours encore, y causer des troubles. Elle a peur de la vengeance, des représailles, si vous décidiez aujourd'hui de le relâcher immédiatement. Et sa crainte est fondée lorsque l'on sait que Vincent Merlier a déjà été condamné 2 fois avec sursis. Il semble qu'il n'ait pas compris les 2 avertissements que la justice lui a donnés. Mais si Henriette Vigneault a peur, elle n'est pas la seule. Que dire alors des clients qui étaient là ce soir-là? Je ne pense pas qu'ils reviendront de sitôt, et il est à craindre dans les jours à venir une réelle désaffection du bar. C'est la raison pour laquelle, au-delà du préjudice matériel, qui consiste à remplacer la vitrine cassée, il existe un véritable préjudice commercial, un préjudice économique, que l'on comprend mieux lorsque l'on connaît Madame Vigneault, lorsque l'on sait qu'elle a mis 20 ans pour faire de ce bar ce qu'il est aujourd'hui, 20 ans d'un travail de longue haleine, 20 ans de sacrifices, d'efforts personnels et financiers, 20 ans pour partie remise en cause aujourd'hui par l'attitude de Vincent Merlier, qui, comme seule justification de son acte, nous dit, avec beaucoup de désinvolture, qu'il était très en colère. C'est une excuse ridicule, qui n'explique pas, qui ne justifie pas l'atteinte caractérisée à la réputation commerciale, l'atteinte aux biens matériels, et surtout, le risque incroyable encouru par les clients ce soir-là. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, je vous demande la condamnation de Vincent Merlier à 5 000 francs de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, à 9 392 francs au titre du préjudice matériel, sa condamnation à 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Quant au préjudice économique, vous comprenez que nous manquons aujourd'hui d'éléments pour connaître avec exactitude l'impact que l'acte délinquant de Vincent Merlier a eu sur le chiffre d'affaires notamment. C'est la raison pour laquelle je me réserve l'opportunité d'engager une procédure ultérieure au civil. Mais surtout, je souhaite que la décision que vous prendrez prenne en compte le désir réel de ma cliente de se voir aujourd'hui protégée, rassurée par la justice, parce qu'elle fait l'objet d'attaques répétées et injustifiées de la part de cet individu. Je vous remets le devis justificatif concernant le prix des réparations.
Merci, maître Delage. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Monsieur le Président, Mesdames les juges, l'histoire de Vincent Merlier pourrait s'intituler « Chronique d'une violence ordinaire ». Histoire qui est en même temps d'une banalité affligeante. Banale parce que tous les week-ends ou presque, des jeunes gens éméchés en sortant d'un café, d'une discothèque, se battent, sont prêts à risquer leur vie et surtout celle des autres pour rien. Affligeante parce qu'on a un peu l'impression que personne n'y peut rien, que ni les services de la police qui interviennent les premiers sur les lieux, ni les services de la justice un peu plus tard, ne semblent réellement capables d'endiguer cette montée de la violence. Alors je vous épargnerai la lecture de la rubrique faits divers des journaux régionaux, mais ce qui frappe, c'est la fréquence accrue de ce type de délinquance. Et si ce type d'affaires se banalise, il ne faut pas en oublier le caractère de gravité des faits. Et c'est parce que les faits reprochés à Vincent Merlier sont graves et qu'il ne souffre d'aucune contestation qu'il comparaît aujourd'hui devant votre tribunal par la voie de la comparution immédiate, conformément à l'article 395 du Code de procédure pénale. L'histoire est simple, la partie civile vous a rappelé les faits. Vincent Merlier est prévenu d'avoir, à l'aide d'une arme à feu, tiré dans la vitrine d'un café. Il comparaît donc aujourd'hui devant votre tribunal pour dégradation volontaire et port d'armes prohibé. Les faits sont indiscutables. Vincent Merlier est expulsé du bar La Galère, apparemment sans ménagement. Alors, y a-t-il eu ou non usage de la matraque? Les témoignages ne sont pas concordants. En tout cas, une chose est sûre, Vincent Merlier et son ami Marc Bénichou sont connus pour avoir déjà, dans ce café, causé des problèmes. Toujours est-il qu'une fois expulsé du café, non sans avoir cassé les cendriers, jeté des plantes sur les clients, insulté la patronne du café, Vincent Merlier rentre chez lui en voiture, se sépare avec son ami Bénichou, il revient devant le café avec une arme et il tire. Plusieurs points méritent d'être étudiés, je vous propose de reprendre la chronologie des faits. Nous sommes dimanche soir, il y a 2 jours, il est 23 heures. Merlier était en colère. Et certainement essaiera-t-il de nous expliquer que la colère a en quelque sorte altéré ses facultés, qu'il n'était plus tout à fait lui-même, mais ceci ne justifie ni n'excuse rien. En tout cas, une fois arrivé chez lui, Merlier aurait dû se calmer. Au lieu de cela, il remonte chez lui, en compagnie de Marc Bénichou, prend une arme, ce qui nous est confirmé par Bénichou lui-même. Ce n'est plus la colère qui le guide, puisque son ami Bénichou a certainement tenté de le raisonner. Il abandonne Bénichou, il abandonne son ami, car il sait, à ce moment-là, que Vincent Merlier va faire une bêtise. Point encore plus important, Vincent Merlier a une arme chez lui, un 7,65. Comment se l'est-il procuré? Très simplement, il l'a trouvé avec 1700 francs dans un sous-sol à côté de chez lui. Alors personnellement, je ne connais personne qui trouve des armes et de l'argent dans les sous-sols, et je ne sais pas s'il faut accorder foi à cette version. Il n'est pas exclu d'ailleurs que le parquet ne cherche pas ultérieurement à connaître la provenance de cette arme. Toujours est-il que Merlier est parfois violent, souvent nerveux, à un 7,65. Bien sûr, quand vous lui avez posé la question, il a déclaré ne s'en être jamais servi. Il suffit toutefois qu'on refuse de lui servir une bière dans un café pour qu'il aille chercher son arme pour faire le dur. Merlier a garé sa voiture, il rentre chez lui, voit peut-être sa femme, prend son arme, il ressort. Là, il prend sa moto, ce qui suppose au passage que sa voiture est bien garée. Et pourquoi prend-il la moto? Parce qu'il sait, Vincent Merlier, qu'il va faire une bêtise, et pour filer au plus vite, la moto, c'est pratique. Au guidon de sa moto, il repart vers le café. On note au passage le cheminement intellectuel, ce n'est plus un coup de colère, c'est de la préméditation. Il arrive devant le café, il tente d'ouvrir la porte. Heureusement, fort heureusement, sur les conseils de Jean-Marie, l'un des clients qui connaît très bien Vincent Merlier, Madame Vigneault a fermé à clé son établissement. Merlier se poste en face du café, il va tirer. Que pense-t-il à ce moment-là? Pendant la garde à vue, il déclarera, je cite, « Je n'ai pas réfléchi, je ne voulais tuer personne, j'étais en colère. » Je ne voulais tuer personne, admettons, il n'est pas poursuivi pour cela, mais ce qui est particulièrement inquiétant dans les faits reprochés, c'est la violence de la réaction de Vincent Merlier. Et les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Monsieur le Président, une sanction s'impose, et tout le monde, même la défense, en conviendra. Il nous revient de proposer une sanction juste mais ferme, qui tienne compte à la fois des intérêts de la société et des intérêts bien compris de Vincent Merlier. Alors, étudions son casier judiciaire. Ce casier fait état de 2 condamnations. La première en janvier 1993, 1 mois de prison avec sursis pour vol.
La deuxième en septembre 1994, 6 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pour vol avec violence et usage de stupéfiants. Il bénéficie donc, Vincent Merlier, de l'aide de la justice. Une justice qui ne l'envoie pas en prison, une justice qui prononce à son encontre 2 condamnations avec sursis. Une justice qui l'aide aussi par l'intermédiaire du comité de probation. Ce comité l'aide à trouver un travail et aujourd'hui, Vincent Merlier est employé comme gardien dans un parc de loisirs proche de Bourges. Alors, après une période difficile et maintenant qu'il a trouvé du travail, Vincent Merlier est-il revenu du bon côté de la société? On pourrait le croire, on aurait pu le croire, jusqu'à avant-hier soir à Bourges. Mes réquisitions paraîtront certainement lourdes à la défense, elles s'expliquent pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Vincent Merlier n'a pas compris ce que la justice a essayé de lui dire avec 2 sursis prononcés. Ensuite, il doit savoir que le fait d'avoir un travail ne lui donne pas une sorte d'immunité qui lui permettrait d'accomplir tout acte délictueux ou criminel. Et ce, d'autant plus que sa femme travaille, qu'elle a un salaire mensuel de 8 000 francs, ce qui est tout à fait suffisant pour élever son enfant de 8 mois. Et on insistera certainement d'ailleurs sur le fait que Vincent Merlier a une femme, un enfant de 8 mois et qu'il ne faut pas séparer cette famille. Et il essaiera de nous dire, de nous expliquer que sa femme a en quelque sorte un rôle stabilisateur. Alors, Monsieur le Président, je ne suis pas très bon en arithmétique, mais si Merlier a un enfant de 8 mois, il vit donc avec sa femme depuis au moins 17 mois, c'est-à-dire avant les faits ayant entraîné la 2e condamnation. Alors, Monsieur Merlier, quant au rôle soi-disant stabilisateur que votre femme aurait sur votre comportement, laissez-moi vous dire que je ne suis pas du tout convaincu. Dernier argument, certainement le plus important, Vincent Merlier, au lieu de se réinsérer dans la société, progresse dans la voie délinquante. Et ce que la défense essaiera de nous présenter comme une sorte de rechute n'est en fait qu'un pas de plus dans l'escalade. La première fois, c'est pour vol qu'il est arrêté. La deuxième fois, c'est pour vol avec violence et usage de stupéfiants. Maintenant, Vincent Merlier tire à l'aide d'une arme à feu dans une vitrine de café. Et demain, Monsieur Merlier, qu'allez-vous bien pouvoir inventer ? C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de requérir une peine d'emprisonnement de 8 mois ferme, avec toutes les conséquences attachées à cette condamnation, et notamment la révocation du sursis simple, avec la délivrance d'un mandat de dépôt, en regrettant une fois encore que Vincent Merlier n'ait pas su ou pas voulu saisir les chances que la justice lui a offertes. Merci, Monsieur le procureur. Maître Bruno, vous avez la parole. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames, il y a 8 mois, Vincent Merlier n'avait ni travail, ni famille, ni maison, et venait d'être condamné à 2 peines correctionnelles. Mais beaucoup de choses ont changé pour lui depuis. Il a trouvé un emploi stable. Il est actuellement gardien dans un parc de loisirs près de Bourges. Son employeur est content de lui puisqu'il lui a proposé récemment un contrat à durée indéterminée. Et M. Merlier m'a dit tenir beaucoup à son travail. Et puis, il a fondé une famille. Il vit avec sa concubine et leur petite fille qui a 8 mois. Tout allait donc bien, et même vraiment très bien, pour Vincent Merlier, jusqu'à dimanche, où il a commis les actes que vous connaissez. Vincent Merlier a conscience aujourd'hui que ce qu'il a fait est condamnable et doit être sanctionné, et il n'entend pas se soustraire à la réparation des dommages qu'il a causés. Mais il a conscience aussi de toutes les difficultés qu'il a dû surmonter depuis 8 mois pour trouver un travail. Et il a peur aujourd'hui, il me l'a dit, de perdre ce travail. Et de le perdre pourquoi ? Pour un coup de colère. Parce qu'il ne s'est pas contrôlé pendant 5 minutes. Parce que c'est bien ce qui s'est passé avant-hier soir à la galère. Quand Vincent Merlier et Marc Bénichot entrent à la galère, ils n'ont pas, j'en suis convaincue, d'intention malveillante. Marc Bénichot l'a déclaré à la police. Certes, il y avait eu quelques problèmes avec la patronne précédemment, mais nous pensions l'un et l'autre que l'incident était clos. Alors l'accueil qui leur est réservé est inattendu pour eux, quand Mme Vigneault refuse de les servir. Quelle est la première réaction de Vincent Merlier ? Ça n'est pas la colère, ça n'est pas l'énervement tout de suite. Il a les larmes aux yeux. C'est Marc Bénichot qui le dira à la police et qui ajoutera qu'il en a été très surpris. Moi, je n'ai pas été surpris quand j'ai lu cela, parce que je connais M. Merlier, je l'ai défendu il y a 8 mois. Je sais qu'il est fragile, peu sûr de lui, et je comprends bien que parce qu'il a été souvent exclu, à ce moment-là, quand Mme Vigneault n'a pas voulu le servir, il s'est senti humilié.
Alors c'est vrai que très vite, M. Merlier s'énerve, fait de la casse, est injurieux. Mais c'est vrai aussi que très vite, M. Sirot prend une matraque et, aidé de quelques clients, met M. Merlier et M. Bénichou dehors, violemment. Et si je vous dis que les choses se sont passées comme cela, c'est parce que Mme Vigneault en a témoigné elle-même. Je comprends bien que M. Sirot ait entendu maintenir l'ordre dans son établissement, mais ça n'était tout de même pas là la meilleure manière de calmer la violence et l'énervement qui montaient dans le bar. Et je comprends que M. Merlier, parce que je le connais, s'est senti très humilié. Je ne veux rien justifier, je veux expliquer simplement. Alors après, tout va très vite, M. Merlier rentre chez lui, prend une arme, retourne à la galère, veut entrer, la porte est fermée, et là, il tire dans la vitrine. Si je vous dis que tout s'est passé très vite, c'est parce que Mme Vigneault a dit que Vincent Merlier était revenu quelques minutes plus tard, et M. Sirot 3 minutes plus tard. Vincent Merlier n'a pas eu le temps de réfléchir, de penser aux conséquences de ce qu'il faisait. Il était véritablement sous le coup de la colère. Alors, c'est vrai que M. Merlier a tiré, mais où a-t-il tiré? En bas de la vitrine. Qu'on ne me dise pas maintenant qu'il avait l'intention de blesser ou de tuer quelqu'un, parce qu'autrement il aurait tiré devant lui, à hauteur d'homme. J'en suis convaincue, il n'avait pas l'intention de faire de mal à quiconque. Et je crois que M. le procureur en est lui-même convaincu, puisqu'il n'a poursuivi M. Merlier que du chef de dégradation matérielle. Quant à la provenance de l'arme, quand j'ai demandé quelques détails à M. Merlier, il m'a dit « c'est pas l'important ». Alors peut-être a-t-il dit la vérité, à la police peut-être pas, mais je pense comme lui, ça n'est pas l'important. L'important, c'est la peine que vous allez prononcer contre M. Merlier. M. le procureur a requis à son encontre 8 mois de prison ferme. C'est une peine lourde, mais surtout très lourde de conséquences. À l'appui de ces réquisitions, M. le procureur invoque le passé soi-disant de délinquance, de marginalité de M. Merlier. Je le connais, ce passé, je vous l'ai dit, je l'ai défendu il y a 8 mois. Et quand je le regarde, ce passé, ça n'est pas celui d'un délinquant ou d'un marginal que je vois, mais celui de quelqu'un qui a toujours montré beaucoup de volonté pour s'en sortir. Quand Vincent Merlier est placé à 12 ans en famille d'accueil, tout se passe bien, il s'intègre, il s'adapte. Alors que nous savons que beaucoup de jeunes tombent rapidement dans la délinquance quand ils sont placés dans cette situation. Quand à 18 ans, il part au service militaire, là encore les choses se passent plutôt bien. Dans une structure, M. Merlier s'intègre, s'adapte. Alors c'est vrai qu'au retour du service, lorsqu'il avait 19 ans, M. Merlier est tombé dans la marginalité. Mais il faut savoir qu'il n'avait pas de famille, donc pas de maison, et qu'il n'arrivait pas à trouver de travail. Cela a duré à peu près 3 ans. Et au cours de ces 3 ans, M. Merlier a commis 2 vols, dont l'un avec violence, et a aussi consommé de la drogue. Et il a été condamné pour tout cela. Mais il n'a pas été envoyé en prison. Et Vincent Merlier a compris que cela était une chance qu'on lui donnait, et il a saisi cette chance. Il a respecté scrupuleusement toutes les convocations du comité de probation, qu'il a aidé, par l'intermédiaire de la mission locale pour l'emploi, à trouver un travail. Et une fois ce travail trouvé, tout est bien allé pour M. Merlier. Il a pu aussi fonder une famille. Et depuis, tout va bien. Alors ce qui s'est passé dimanche, c'est bien une rechute, c'est bien un faux pas, dans une période de réinsertion qui ne pouvait pas être linéaire, qui ne pouvait qu'être longue et difficile. Je ne connais pas de délinquants qui deviennent angéliques en 3 jours. Quelles seraient les conséquences d'une peine d'emprisonnement pour M. Merlier? De toute évidence, il perdrait son travail. Son travail perdu, M. Merlier se retrouvera dans l'exacte situation qui était la sienne il y a 8 mois, quand il n'avait pas encore été pris en main par la justice. Alors je me dis que ça n'est pas possible, que tant d'efforts, les siens, ceux du comité de probation, soient réduits à néant pour un coup de colère. Et je me demande s'il n'y aurait pas, dans l'arsenal des peines de substitution que l'on connaît dans notre pays, une peine qui lui permette, d'une part, de s'amender par un travail d'intérêt général, par exemple, tout en lui faisant prendre conscience qu'on ne répond jamais par la violence, et une peine surtout qui lui permette de conserver son emploi. Parce qu'avoir du travail, pour M. Merlier, pour vous comme pour moi, c'est avoir une place parmi les autres, c'est avoir une place dans la société. Et cette place, en 8 mois, M. Merlier l'a trouvée. C'est pour cela que je vous demande
de prononcer une peine qui permette à M. Merlier, demain, d'aller retravailler. Merci, Maître Bruno. Monsieur Merlier, levez-vous. Vous avez entendu, votre avocat suggère au tribunal de prononcer à votre égard une peine de travail d'intérêt général. Si le tribunal envisageait de prendre une telle décision, est-ce que vous seriez d'accord pour effectuer un travail d'intérêt général? Oui, Monsieur le Président. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour votre défense? Je veux dire que je regrette ce que j'ai fait et puis je voudrais pas perdre mon travail. Bien, je vous remercie. Asseyez-vous. L'audience est suspendue. Le tribunal va délibérer sur ce dossier. Bon, dans ce dossier, il n'y a pas vraiment de problème sur la culpabilité. Tout est établi et reconnu. Ce qui pose davantage de problèmes, il me semble, c'est la peine. Madame Neveu, quelle est votre opinion là-dessus? Bien, je pense qu'il faut absolument prendre en considération ces antécédents, ces 2 précédentes condamnations, mais également la gravité de l'acte. Pour une ville qui est quand même bien tranquille, ville de Bourges, un tel acte est de nature à troubler la tranquillité publique. C'est sûr. Donc je pense qu'on ne peut pas passer outre. Tous les jours qu'on tire des coups de feu dans les vitrines des cafés chez nous. C'est vrai qu'il y a, il y a la présence de cette arme à feu, dont on ne sait toujours pas d'où elle vient d'ailleurs. Cependant, je crois qu'il faut quand même, il ne faudrait pas oublier qu'il y a un processus de réinsertion qui est en cours. Je crois que, Monsieur le Président, le rapport du juge d'application des peines est quand même très net à cet égard. Merlier, après des recherches très motivées, d'après ce qu'on nous dit, a un travail, il est stabilisé, il a même une amie, il s'entend bien, c'est un couple stable, il a un enfant. C'est vrai, il faut marquer le coup, c'est la 2e infraction à connotation de violence. La précédente, l'était vol aussi. avec violence et usage de stupéfiants. Ceci dit, je crois que pour protéger la société aussi, il faudrait essayer de faire en sorte que Merlier puisse sortir de ses difficultés. C'est sûr, mais la difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre ce que vous soulignez, c'est-à-dire la gravité objective des faits commis après 2 avertissements, un sursis simple et un sursis avec mise à l'épreuve, et puis l'intérêt et de Merlier qui peut se stabiliser, qui peut se réinsérer s'il garde son travail, et de la société qui a tout intérêt à ce que Merlier effectivement se réinsère et puis ne recommence pas, et puis de la victime, parce que évidemment, il faudra bien qu'il rembourse les dégâts qu'il a commis. Par rapport à la victime, le juge d'application des peines, s'il y a une prolongation à nouveau sursis mise à l'épreuve, avec une obligation de rembourser, va pouvoir être aussi le garant de l'indemnisation de la victime. Oui, mais un sursis avec mise à l'épreuve, à mon sens, ça ne suffit pas. Il faut quand même qu'il y ait une sanction palpable, différente d'un simple sursis avec mise à l'épreuve comme il avait eu la dernière fois. C'est vrai là, je vous rejoins quand même, il y a une gravité, il y a une réitération. On ne peut pas se contenter de le condamner à nouveau à la même peine que la dernière fois, en l'avertissant qu'il doit se tenir tranquille, qu'il doit se soumettre aux obligations. Il faut autre chose. Alors, l'avocat de la défense proposait un travail d'intérêt général. Je ne sais pas, quel est votre avis? Ça ne me semble pas très possible de l'instaurer, dans la mesure où il a quand même un emploi stable qu'il occupe à temps plein. Donc, il faudrait que le nombre d'heures soit quand même suffisamment significatif. Oui, là on ça paraît difficilement aménageable. Des 200 heures de travail d'intérêt général, donc c'est pas gérable. Pour la partie ferme, il ne faut pas oublier qu'il y a 1 mois avec sursis qui va être révoqué. Tout à fait. Donc si on met une partie ferme, qu'il devra effectuer. Alors il faut pas perdre de vue cet élément, sachant qu'avec le juge d'application des peines, il sera peut-être bien placé pour lui permettre des modalités d'exécution particulières de la peine d'emprisonnement ferme et qu'éventuellement on prononcerait. Donc ce qui se dégagerait, ça serait plutôt une peine mixte,
partie Oui. emprisonnement ferme, partie sursis mis à l'épreuve. Oui, je crois qu'il faut le continuer parce qu'il va bientôt s'arrêter, son sursis mis à l'épreuve. Effectivement, hein, il ça- est encore Oui, fragile, il a besoin Oui. de soutien. Tout à fait. Donc ça permettrait, bon, si on met un sursis avec mise à l'épreuve pour 3 ans qui commence à courir maintenant, Oui. ça prolongera le contrôle du juge d'application des peines sur lui. Et si on met une peine ferme, de toute façon, avec la révocation de la peine d'1 mois qui va être à effectuer, si on met, nous, 1, 2, 3 mois, je ne sais pas, de prison ferme, le juge d'application des peines pourra, puisqu'il le connaîtra bien, Oui, estimer adapter. le moment venu de lui faire exécuter la peine, mais en semi-liberté. Hein, vous seriez d'accord sur une formule Oui. de Oui, ce type-là? oui, je pense que c'est un bon compromis entre les impératifs qu'on vient d'évoquer. Alors, sur le quantum de la peine globale... 6 mois. Oui, 6 mois, il faut... Pas moins. Non, il faut remettre Non. au moins... Au moins la même. Voilà, hein, la au moins même la durée peine que la qu'il peine. avait subie la dernière Oui, fois c'était à 6 mois. Bourges. Et la partie ferme, alors 2 mois de partie mois. ferme maximum. Vous Oui, seriez, 2 mois, vous ça seriez semble, d'accord? oui. Bon, ben, ça fait 6 Correct. mois, dont 4 mois avec sursis mis à l'épreuve. Et alors, bien sûr, obligation de rembourser la victime, Madame Vigneault. Ça va lui faire quand même, au vu des justificatifs, hein, on va en parler tout à l'heure, mais ça va lui faire plus de 10 000 francs de dommages-intérêts à payer, d'où l'intérêt aussi qu'il continue à travailler Bien sûr. et que ce ne soit pas sa compagne qui assure le remboursement de la victime. Hein. Tout à fait. Donc, on met cette obligation de rembourser et on laisse le juge d'application des peines estimer le meilleur moment pour faire exécuter la peine en semi-liberté. Bon, ben maintenant, il nous reste à regarder les demandes de la partie civile et à statuer sur son préjudice. L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Monsieur Merlier, en ce qui vous concerne, levez-vous. Bien, Vincent Merlier, après en avoir délibéré, le tribunal vous déclare coupable des 2 délits visés à la prévention et vous condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement, dont 4 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans, avec obligation particulière de dédommager la partie civile, Madame Vigneault. Sur l'action civile, le tribunal reçoit Madame Vigneault en sa constitution de partie civile et vous condamne à lui verser la somme de 9 392 francs en réparation de son préjudice matériel, la somme de 2 000 francs au titre de son préjudice moral et une indemnité de 1 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Alors, en ce qui concerne la condamnation, le sursis avec mise à l'épreuve, vous savez ce que c'est puisque vous êtes déjà probationnaire. Vous resterez donc sous le contrôle du juge d'application des peines pendant un délai qui est prolongé de 3 années. Il faudra respecter les obligations qu'il va vous notifier, et en particulier l'obligation de dédommager le préjudice de la victime, Madame Vigneault, et de lui verser les sommes qu'a décidé le tribunal. En ce qui concerne la partie ferme d'emprisonnement que le tribunal a prononcée, le tribunal ne décerne pas mandat de dépôt à votre encontre, vous allez donc repartir librement chez vous, et si vous conservez votre travail, le juge d'application des peines avec qui vous serez déjà en rapport dans le cadre du sursis probatoire pourra vous faire exécuter ces 2 mois d'emprisonnement ferme prononcés aujourd'hui et le mois d'emprisonnement ferme révoqué résultant de la condamnation antérieure sous le régime de la semi-liberté, c'est-à-dire que vous travaillerez dans la journée et vous n'irez en prison que le soir ou durant les week-ends. Vous venez d'assister à la reconstitution d'un procès pénal, la comparution immédiate de Vincent Merlier. J'ai réuni sur le plateau 5 personnes que je vais vous présenter. Monsieur le conseiller Pierre Ovard, vous êtes magistrat à la Cour d'appel de Poitiers, vous siégez à la Chambre des appels correctionnels et vous êtes également le président de la Cour d'assises de la Vendée. C'est cela. Madame Salaberry, vous exercez les fonctions de juge aux affaires familiales à Poitiers et vous êtes également juge correctionnel, tantôt en qualité de président de cette juridiction, tantôt en qualité d'assesseur. Tout à fait. Catherine Carmouze, vous êtes élève à l'école du Centre-Ouest des avocats et dans quelques mois, vous exercerez cette profession. Vous avez à votre gauche votre professeur de procédure pénale à l'école, Alain Fouquet. Alain Fouquet, vous êtes avocat à la Cour d'appel d'Angers et vous êtes spécialiste de droit pénal.
et devant moi, Jean-Michel Fleurier, également élève à l'école du Centre-Ouest des avocats. Alors ma première question, elle va être pour vous, monsieur le conseiller. Elle a rapport à la comparution immédiate. Vincent Merlier, il a été rapidement jugé. Il a fait sa bêtise le dimanche soir et le mardi vers 15h, il connaissait la sanction que lui infligeait le tribunal correctionnel. Quel est votre sentiment sur cette procédure de comparution immédiate? C'est une procédure qui a un intérêt évident dans les affaires simples, qui peuvent être élucidées rapidement. Son intérêt, c'est tout d'abord que l'infraction qui a troublé l'ordre social peut être jugée dans les jours qui suivent sa commission, et par conséquent, le trouble causé à l'ordre public par l'infraction est aussitôt apaisé. En ce qui concerne l'auteur de l'infraction, en général, les faits ne sont pas contestés, il n'y a pas de grand débat sur la culpabilité, et il peut être immédiatement condamné, et par conséquent, il est immédiatement au courant de la sanction qui va le frapper pour avoir commis cette infraction. De même, là où les victimes sont identifiées, et elles savent, dans les jours qui suivent la commission de l'infraction, quels dommages et intérêts elles peuvent percevoir, elles peuvent espérer percevoir, pour voir réparer leurs préjudices dans un délai très rapide. Madame Salaberry, vous auriez pu décider que la peine ferme qui résultait de votre décision de condamnation s'effectuerait sous le régime de la semi-liberté. Bien, dans le cas particulier de Vincent Merlier, il est évident que le tribunal ne souhaitait pas qu'il y ait une rupture de son processus d'insertion, mais en même temps ne voulait pas lier le juge d'application des peines, puisque c'est lui qui est en charge de mettre en place une mesure éventuelle de semi-liberté, parce que la situation de Vincent Merlier pouvait changer d'un moment à l'autre. De plus, techniquement, il peut être difficile de prendre dans l'immédiat ce type de décision, parce que on peut figer effectivement une situation qui va changer. Vincent Merlier peut perdre son travail dans 8 jours parce qu'il a fait une autre bêtise. Et puis, on ne prend pas de risque en laissant le juge d'application des peines prendre cette décision dans ce cas particulier, parce que le juge d'application des peines, il connaît Vincent Merlier. Il a donné au tribunal un rapport tout à fait positif sur Vincent Merlier, et c'est un des éléments forts qui a permis